Odile, Arlette, Patrick, Quentin. C'est ça. On est à la mi-septembre à Chambéry, au parc du Vernet. On se rend compte parce que moi j'avais envie de voir où on était l'actualité des Gilets jaunes à Chambéry, parce qu'on le sait, il n'y a pas eu de rassemblement formel à Chambéry, mais des Chambériens se mobilisent parce qu'ils vont dans des manifestations, que ce soit à Marseille, à Montpellier, à Paris, Lyon, et puis récemment Lyon, Grenoble, à Biarritz, au G7. Hein. Ah oui, donc, aussi. Et puis d'autres, il faut le dire aussi, d'autres se mobilisent sur des ronds-points. Donc on veut faire un petit point, un petit tour de votre expérience de cet été déjà. Comment ça s'est passé là où vous avez été? Qui c'est qui veut prendre la parole? Alors Chambéry cet été, ça tombait bien, enfin il n'y avait pas grand chose, à part les ronds-points. Patrick il pourra plus parler des ronds-points parce qu'il est plus souvent sur les ronds-points. Moi personnellement je suis partie sur Marseille un mois et j'étais sur Marseille, donc au Vieux-Port. Les Gilets jaunes se rassemblaient tous les samedis sur le Vieux-Port et notamment moi je suis allée à la manifestation pour Steve. Et donc c'est ce jeune à Nantes le jeune qui est tombé dans l'eau. On a retrouvé le corps un mois après, il me semble. Et voilà, donc il y avait un rassemblement et une marche. En même temps, on s'est arrêté aussi devant la maison de Zineb, Redouane. S'est fait assassiner par un policier. Voilà, qui est une vieille dame qui a reçu chez elle qui a reçu un projectile voilà, une grenade lacrymo en pleine face et elle est morte l'après-midi. Donc voilà. Et il n'y avait pas énormément de forces de l'ordre. Est-ce qu'ils étaient plus mobilisés sur Nantes ce jour-là? Je pense, parce qu'il y avait un énorme rassemblement sur Nantes. Et donc là, ils avaient un peu la queue basse. Ils étaient assez pacifiques. Ils avaient le casque posé là. Et ils nous ont pas du tout agressés. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Donc c'est possible. C'est possible. De manifester, de contester, de faire part de son expression citoyenne sans être moi, je pense violenté. Je pense parce qu'ils étaient en sous-effectif par rapport au nombre où on était. Et donc, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Nous, on était très remontés. Là, ils n'ont pas moufté, quoi. Donc, alors, ça a surpris beaucoup d'observateurs, la presse, que l'été n'a pas du tout été un été mort pour les Gilets jaunes. Arlette, Patrick et Quentin, comment vous voulez réagir par rapport à ça? C'est-à-dire que ça a surpris même le monde politique, que ça continue, le feu couvait. Alors, moi, je vais prendre la parole. C'est d'abord, beaucoup de Gilets jaunes ne partent pas en vacances, donc ça s'explique, ils restent sur place. Et je crois que c'est un mouvement de fond qui va se chercher, se retrouver, mais c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. J'en suis convaincue, c'est pour ça que j'y suis, parce qu'il me paraît être l'avenir peut-être des combats que je mène depuis fort longtemps, qui jusqu'à présent n'ont pas débouché. Et pour moi, ce mouvement est peut-être celui qui fera changer les choses. Alors, sur Chambéry, on a fait la manifestation pour Steve, la même chose, et on a fait aussi des levées de barrières. Ah oui, il ne faut pas les oublier. Au péage. Voilà, au péage. Alors là, on a deux attitudes de la police à Chigna, tu confirmes, ça se passe très bien. La gendarmerie. La gendarmerie, on arrive, on cache les caméras, on lève les barrières et on fait... Alors les gens se régalent. Il y a eu 2 personnes qui ont quand même voulu payer malgré tout, en nous faisant la gueule. Ils avaient peur, je pense qu'elles avaient peur. Oh, pas forcément. Les étrangers avaient un peu peur, mais on leur disait de circuler. Et la gendarmerie arrive très vite et nous dit, on vous laisse 1 heure. Vous avez le droit à votre heure. Et quand on viendra au bout d'une heure, partez gentiment et ne faites pas de dégradation. Donc ça s'est bien passé. On est parti à Crolles, le même jour on est allé à Crolles. Là, ça a été successivement. Et là, ça a été beaucoup plus dur. On a été immédiatement puis un peu violent, quoi. Voilà. Bon. Et puis, il y a eu le contre G7, alors qui n'était pas spécialement... À Biarritz, Oui, à Biarritz, à Hendaye, contre le G7 de Biarritz. À Hendaye, tu y étais aussi, Quentin. Et c'était pas spécialement gilet jaune, mais c'est vrai qu'il y avait une atmosphère gilet jaune assez forte, et puis pas mal de gens gilet jaune. Voilà. Donc ça a continué parce que ça ne peut pas s'arrêter et que les gens ne partent
peu de gens partent en vacances parmi les gilets Oui, jaunes. oui, Ça, il faut oui. bien le comprendre. Alors justement, allons dans le fond, pourquoi ça continue? Qu'est-ce qui maintient cette colère, hein, on va dire? Alors, au niveau des ronds-points par rapport à cette colère, je pense que c'est vraiment un ressenti, c'est viscéral. C'est-à-dire c'est dans l'émotion, dans l'affectif, mais c'est justifié. Quand on a des mères de famille avec à charge d'enfants, 2 ou 3 enfants, qui n'ont pas de quoi finir le mois, moi j'aimerais bien savoir qui peut se sentir indifférent devant un drame pareil. Et souvent ces mères de famille travaillent en plus, de surcroît. Mais est-ce que Donc c'est des normal? travailleurs pauvres, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Pauvres. Voilà, précaire, merci. Et c'est vrai que moi je me suis engagé dans les Gilets jaunes par rapport à ça. Je me suis dit, mais on ne peut pas rester indifférent et stoïque comme ça face à un drame pareil. Ça, c'est au niveau du peuple, des gens pauvres, voilà, qui sont en difficulté, mais qui n'osent même pas le dire. Donc leur seul point où ils peuvent se libérer un peu et manifester, c'est à travers les Gilets jaunes, entre autres, mais pas que. Et je trouve que ça c'est pas mal. Et les ronds-points, ça a été ce déclencheur-là, depuis le départ. Et ça n'a jamais faibli. Il y a toujours quelque chose. Cette permanence de révolte, de colère aussi, pas forcément violente, mais en tout cas, personne ne peut se dire, tiens, demain ça va être fini et ça n'existe plus, contrairement à ce que le gouvernement nous raconte. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, ils sortent jamais de chez eux, ces gens du gouvernement, ça se demande, quoi. Et la France, il y a de quoi faire, hein, en France. Donc, hier soir, il y avait la conférence avec Juan Branco. Hein. Il dit, bon, c'est son leitmotiv, hein, qu'en général, il reste dans le 5e et le 6e arrondissement de Paris. Ils ne sortent pas plus loin. Quentin, tu es le plus jeune de la bande. Qu'est-ce qui te motive, toi, d'être rentré chez les Gilets jaunes, en tout cas de suivre ce mouvement et de continuer? Je ne suis pas un militant né, mais pour autant dans ma famille on a toujours été sensible aux questions d'équité, d'égalité, d'égalité que ce soit des chances ou voilà. Et bon, clairement en France il n'y a pas les égalités disparaissent peu à peu, ou en tout cas s'atténuent très fortement. Et moi ça me touche beaucoup. Après de base je suis plus militant sur l'écologie, mais ça se reporte très très facilement sur le social, puisque les deux sont intimement liés. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Ce qui a longtemps été un peu décrié sur les grands médias. Maintenant ça marche plus, c'est très clair et net pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas gilets jaunes. Maintenant tout le monde a compris que l'écologie ne va pas sans le social. Et moi c'est pour ça aussi que je me suis engagé. Après je suis pas précaire, mais pour autant voilà, j'en suis pas forcément très loin. Et puis même si j'étais pas du tout précaire, la précarité et ce genre de choses peuvent arriver très vite. Et justement, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qui arrive et quelles sont les solutions face on va dire, à une vie qui s'écroule un petit peu, et on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas grand-chose qui nous protège. Du moment qu'on a de l'argent, ça va, mais du moment qu'on n'en a plus, tout devient très compliqué. Il y a un moment, cet été, là, vous avez été beaucoup à Genève. Là. Pourquoi c'était important d'aller à Genève? Mais en fait, il y a un gilet jaune qui s'appelle Petit Jean. Donc, il a marché 2000 km, donc il est monté jusqu'à Paris à pied pour essayer de rencontrer Emmanuel Macron. Il est street medic, donc c'est un militaire à la retraite et qui est devenu street medic. Donc il prend en charge les blessés dans les manifestations, et depuis quelque temps, les flics attaquent aussi les street medics, les matraques, les flashballs et compagnie. Donc il a trouvé ça complètement fou. Et en fait, il a engagé cette marche, il est parti tout seul, il est monté jusqu'à Paris, il n'a pas été reçu, il est redescendu à pied. Et il est parti jusqu'à Genève, et il porte cette idée d'arrêter de fabriquer ces LBD qui sont fabriqués en Suisse et vendus à la France. Donc on a fait ce rassemblement déjà en soutien de ce petit Jean qui s'est mis aussi en grève de la faim. Et quand on y est allé, ça faisait 1 mois qu'il était en grève de la faim. Pas reçu, pas entendu, et on n'en entend même pas parler nulle part dans les grands médias. Et j'ai su qu'il a été reçu. Je ne sais pas le fin fond de l'histoire en fait. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti de cette rencontre à l'ONU avec Madame Bachelet qui s'occupe de ce dossier notamment. Voilà, donc on veut arrêter, on ne veut plus de ces LBD, c'est trop violent. Et pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, moi je continue à y être.
pour tout ce que mes copains ont évoqué, mais aussi je ne veux pas lâcher pour tous ces grands blessés, leur vie est quasiment pas foutue, mais il y en a qui le disent ouvertement, ma vie est foutue, j'ai un œil en moins, je ne peux plus faire le métier que j'avais, j'ai une main arrachée, je ne peux plus faire ça. Et moi, vraiment, pour tous ces blessés, moi je continuerai, on ne peut pas arrêter en route ce mouvement. Voilà, on ira jusqu'au bout. On va dire que parallèlement, il y a une grogne qui monte, c'est même une grogne plus qu'une grogne, hein, presque une révolte des policiers et des syndicats des policiers qui vont faire le 2 octobre une marche. Ils en sont à 50 suicides dans l'année. Comment vous réagissez-vous par rapport à cet épuisement, on va dire, des forces d'ordre de l'État que Macron utilise pour un oui, pour un non? Quel regard vous portez, vous, Gilets jaunes? Moi, je veux bien réagir à ça. Les forces de l'ordre, comme n'importe quel service public, que ce soit l'hôpital, la SNCF ou tout le reste, prend beaucoup dans les dents. C'est très compliqué pour eux de réagir face aux ordres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui n'aimeraient pas faire ce qu'on leur demande de faire. Ils ont un droit de retrait comme dans n'importe quel métier ou comme dans n'importe quel service public. Malgré tout, la pression n'est pas la même dans les forces de l'ordre. Les conséquences sont pas exactement pareilles. Et ils sont, je ne sais pas s'ils sont endoctrinés, j'en sais rien parce que je ne suis pas force de l'ordre, mais ils ont une pression qui n'est pas la même et une ambiance de travail qui n'est quand même clairement pas la même qu'ailleurs. Et donc c'est assez compliqué pour eux de se stopper. Alors moi je n'excuse toujours pas, ça c'est une chose que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment on arrive à accepter certains ordres, à les fracasser à la tête des gens ou tirer, viser la tête avec un LBD. Bon ça clairement je ne le pardonne pas et je ne le cautionne absolument pas. Pour autant voilà, ils ont quand même une pression en interne qui est conséquente. Eux ils n'arrivent pas à faire face à ça. Ils ont des moyens financiers et techniques qui sont quand même pas corrects. Ils ont aussi des stratégies et des méthodes qui ne sont pas du tout adaptées face que ce soit aux Gilets jaunes ou n'importe quelle autre manifestation, mais en particulier aux Gilets jaunes. Voilà, on leur impose des stratégies de défense ou d'attaque des manifestations qui ne devraient être ni de la défense ni de l'attaque. Ils sont censés nous protéger, nous et les citoyens qui nous entourent, ainsi que se protéger eux-mêmes, et c'est pas du tout le cas. Et donc moi je défends en partie les forces de l'ordre, je cautionne absolument pas les violences policières, les bavures policières, ça complètement. Moi je dénoncerais plutôt les ordres de la hiérarchie. Non, moi je les trouve hyper agressifs, moi je leur pardonne pas, je ne peux pas leur pardonner, ils sont pas obligés de nous tirer dans la tête, mais si on leur donne des ordres, et moi franchement je suis en colère. Enfin, moi quand on voit les baqueux arriver, la BAC, c'est les pires. Ils sont mauvais, méchants, agressifs, ils nous insultent, ils nous foutent par terre, ils tapent tout ce qui bouge, tout ce qui est devant eux, que ce soit des jeunes de 17-18 ans ou des personnes de 80 ans, des femmes. C'est les pires, on se demande ce qu'ils foutent là. Voilà. Et on a eu des fois des discussions avec des CRS qui étaient franchement sympathiques dans les manifs. Hein, Arlette? Oui, on a même eu un CRS qui a chanté avec nous le chiffon rouge. Il mimait avec ses lèvres, mais on a été, qu'on avait mis en gilet jaune, hein, le gilet jaune. Donc moi, je crois que c'est très partagé. Pour avoir fait beaucoup de manifs depuis 50 ans, hein, moi, je fais le lien avec 68, donc ça va. Hein. C'est vrai que j'ai jamais vu des manifs aussi violentes. À Montpellier, j'ai eu peur. Dès le départ, j'ai senti quelque chose de terrible qui allait se passer, de fort, et c'est le cas. Hein. Et alors qu'avant, dans les manifs, on avait bien quelques personnes qui débordaient un peu et les flics qui répondaient. Mais jamais, il n'y avait pas Sénas, il n'y avait pas... Donc, ils ont des ordres, mais en même temps, je suis un peu d'accord avec Odile, hein, en même temps, ils les appliquent avec beaucoup de zèle, ces ordres. Et je pense qu'ils pourraient les appliquer avec beaucoup moins de zèle, ils ne sont pas obligés de tirer. Alors, tous ne sont pas comme ça. Oui, d'accord. Je pense qu'il y a une évolution liée aux ordres, mais liée aussi à la mentalité, puis comment on appelle, à l'endoctrinement qu'ils ont dû avoir. Hein. Conditionnement. Parce que, pour terminer là-dessus, les Gilets jaunes, au départ, le 17 novembre, sur les ronds-points, moi, je leur ai dit, j'étais pas...
j'étais pas pour ce mouvement. Et je leur disais, vous voyez, on vous laisse sur les ronds-points, vous bloquez tout le monde et les flics, ils viennent pas. Moi, quand tu as la CGT et qu'on bloque, 10 minutes après, on est viré. Donc au début, je trouvais qu'il y avait une bienveillance de la police qui m'étonnait, me faisait croire que ce mouvement n'était pas celui que j'ai découvert par la suite. C'est après le 1er décembre où c'est monté à fond. Ils ont eu peur. Après, pour revenir sur la BAC, clairement, la BAC, ainsi que certaines, parce qu'après je ne connais pas parfaitement toutes les forces de l'ordre, enfin les catégories, tout ça, mais en gros, il n'y a que la gendarmerie et les CRS qui sont formés en fait à gérer une foule. Le reste, ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont gérés pour éventuellement protéger, vite fait les citoyens, mais ils ne sont pas gérés pour faire, ils ne connaissent pas la gestion de foule. Et du coup, quand on a la BAC face à nous alors qu'on est sur une manifestation, c'est un non-sens, c'est absurde. Ils n'ont rien à faire là. D'autant que la BAC, à mon sens, c'est des chiens enragés. Ils sont en laisse et d'un coup on les lâche et ils partent et ils dégainent la matraque et ils tapent sur tout ce qui bouge. Enfin, la BAC, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec eux. Et là, récemment, on a fait une action qui n'était pas gilet jaune. Et c'est la BAC qui s'est occupée de nous alors que ils n'avaient pas lieu d'être là, quoi. Et c'était absolument pas à eux à le faire. Et quand on s'est fait expulser, ils n'ont absolument pas respecté le processus d'expulsion. Ils ne sont pas censés nous traîner par terre. Ils ont tiré les gens par les pieds. Enfin voilà, ils savent pas s'y prendre. Franchement, c'est des chèvres là-dessus. Ils savent pas ce qui est légal et pas légal en fait. C'est vraiment des chiens enragés qu'on lâche pour faire peur aux gens, pour intimider, pour foutre la pression. Et moi, c'est vraiment une partie des forces de l'ordre que voilà, j'ai beaucoup de mal. Moi, je les On va dire, pour pas être vulgaire, j'ai beaucoup de mal avec eux. Ils sont dans les quartiers depuis, ils ont été mis en place par Pasqua, je crois, pour les quartiers, pour aller fracasser dans les quartiers. Et d'ailleurs, la mentalité des gens, vive le mouvement des Gilets jaunes qui a ouvert les yeux quand même à une catégorie de Français qui disaient de toute façon, bien fait pour leur gueule, les délinquants des quartiers, tant mieux, ils se font taper sur la gueule, ça les mate et tout. Alors que maintenant, c'est plus du tout le même discours. C'est maintenant, quand j'entendrai un fait divers dans le quartier, qu'il y a une bavure sur un jeune, je dirais plus du tout bien fait pour lui ou quoi. On n'appelle même plus ça des bavures, on appelle ça des assassinats maintenant. Voilà, on en est là. Montpellier, c'était dur. Hein. Ça a été très dur. Ouais, Très dur. Alors, j'ai encore parfois mal à la nous, on gorge. était arrivés vers midi 13h par là. Alors, on a commencé à se mettre sur la place de la Comédie, à l'endroit où il y avait des escaliers. On s'est mis un peu à l'ombre parce que ça cognait le soleil. Et là, à partir de là, on a mangé. Et donc, on n'était pas très nombreux en gilets jaunes au début. Et tout d'un coup, il y a eu une foule assez importante qui s'est mise en place. Ouais. Et donc, il y a eu des chants, il y a eu une ambiance qui a monté assez rapidement. Et à partir d'un certain moment, on a commencé à faire la manifestation. On est parti. Et on a remarqué à ce moment-là que tous les commerçants pliaient tout ce qu'ils avaient sur les trottoirs. Ils se sont claquemurés parce qu'ils ont dit, bon, ils ont commencé à avoir l'expérience. Ils ont été surpris par le nombre. Donc on s'est orienté en manif sur la gare routière. Et donc tout se passait bien apparemment. Et en fait, quand on est arrivé sur la gare routière, enfin la tête de la manif est arrivée sur la gare routière, les forces de l'ordre ont commencé à à grenader, sans raison, comme ça. Hein, il ne se passait rien. Et voilà, donc ça commence comme ça. Donc on nous intime, on nous fait comprendre qu'on ne va pas dans la bonne direction, qu'il faut filer là. Donc on commence à nous canaliser. En gros, c'est ça. Donc il y avait, oui, effectivement, il y avait des enfants dans les poussettes, des femmes, il y avait des personnes âgées, bien sûr, des jeunes, bien sûr aussi. Et tout ça, donc il y a eu un mouvement de reflux de la foule. On a commencé à se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous charger ou quoi? Donc ça a mis une tension qui n'existait pas au départ. Et alors qu'il ne s'était rien passé. Et donc à partir de là, on est retourné sur la place de la Comédie, par une autre route que celle qu'on avait prise. Le problème, c'est qu'à partir de la place de la Comédie, le mouvement de tête des Gilets jaunes a pris de l'avance sur le mouvement arrière et à partir de là, il y a eu un peu des séparations entre nous. Et là, les choses ont commencé à dégénérer puisque dans les rues, on était sur les grandes voies pour remonter sur la ville de Montpellier. On s'est rendu compte que la partie en tête était sévèrement réprimée par les forces de l'ordre, la police, la BAC, il y avait de tout là. Et en arrivant sur les lieux, on a constaté qu'il y avait une voiture de policiers qui prenait feu.
dans une ruelle très Et étroite. voilà, donc le problème, c'est que ce qui est C'est ces curieux, images qui ont tourné. Oui, voilà. et ce qui est curieux, c'est que c'est des gilets jaunes qui étaient sur place, qui ont porté assistance aux gens dans les immeubles. Voilà. Donc quand on dit que On les en gilets- voit dans voilà. certaines Voilà. images que même ils éteignent. Hein. Voilà, Ils carrément. essayent d'éteindre avec Donc il y a un quand même, quand on dit que les gilets jaunes c'est des brebis galeuses, moi je regrette, c'est faux. Hein. La preuve, elle était là, quoi. Et heureusement les sapeurs-pompiers sont arrivés pour arrêter l'incendie. Tout ça, pendant ce temps, ça c'était un peu l'entre-deux avant la répression de la tête de colonne par les forces de l'ordre. Mais ça s'est fait d'une manière assez violente. Alors le gazage a commencé là. Après, les fourgons de CRS, ils étaient une dizaine devant nous. Hein, ils étaient là, ils se regardaient. La police est arrivée pour remplacer les fourgons de CRS. Et tout doucement, nous, on a essayé de redescendre sur la place de la Comédie, en essayant de se regrouper, parce qu'on était un peu tous dispersés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le grenadage, c'était que le début. Et ça n'a pas arrêté pendant plus de 2 heures sur la place de la Comédie, entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Alors, c'était vraiment... Oui, aussi, le le lanceur Voilà. d'eau En plus, il y avait bleu, le- la le- marqueur voilà. de je sais pas quoi. Et puis du gazage très intensif. On s'est trouvé un moment dans un café, on s'est réfugié dans un café qui avait fermé sa terrasse et on voyait le gaz passer dans la rue et on voyait il y avait une famille avec un bébé de 3 mois, deux enfants en bas âge et qui disaient mais nous on ne savait pas, on est sorti de notre hôtel place de la Comédie, personne ne nous a rien dit, on ne peut plus rentrer. Des touristes. Oui, plein de touristes. Mais c'est Tout- incroyable, Ah oui. incroyable. Eh oui. Là, c'était très violent. Moi, je sais que dès le départ, on a senti une atmosphère plus que tendue, qu'il allait se passer quelque chose ce Ben, il y a eu jour-là. un peu, c'était comme un peu une chasse à l'homme parce qu'il y avait quand même une centaine de black blocs, hein, Ouais. voilà, qui ont effectivement cassé des banques, des devantures de banques, cassé quelques magasins. Et après, c'est en fait, les flics étaient axés sur eux et c'était la chasse à l'homme. Donc dans les ruelles, partout, ça courait dans tous les sens. Ils n'ont pas chargé que les Black Blocs. Non, Non, c'est ce et- que j'allais et- dire et- aussi. Et à préciser quand même qu'ils se permettent de lancer les grenades lacrymogènes qui se lancent en l'air. Ils lançaient parfois l'horizontale et moi j'ai failli m'en prendre une. Enfin, elle n'est vraiment pas passée loin, quoi. Et ça passe un peu plus vite qu'un flashball. Et c'est dur, c'est pas un flashball. Donc si je me l'étais pris en pleine tête, moi j'avais pas de casque, hein, donc C'était je pense que c'était fini pour moi, quoi. Donc j'ai hurlé après le CRS ou le policier, je ne sais quoi, qui a tiré. Je lui ai hurlé après, mais j'ai pas hurlé trop longtemps parce qu'ils étaient quand même un peu trentaine, quarantaine. Ah oui, d'accord. Mais bon, j'étais quand même particulièrement furieux parce qu'il m'a mis en danger. Alors que j'étais avec mon appareil photo, je veux dire, j'étais pas cagoulé avec un pavé dans la main. Ouais, voilà, ouais, j'avais ça, strictement c'était pas rien agressif. d'agressif. Ouais, ouais. Tirer Avec sur mon tout ce appareil qui photo, bouge, j'étais assez loin. les airs. Enfin, Un il appareil risquait clairement photo, rien du tout. c'est une arme. Et au lieu de tirer en l'air, il a essayé de me viser, quoi. Donc, On voilà, a il vu y a des quand blessés. même clairement Oui, il y a des eu- bavures. Il y a eu des blessés, hein. Au Il y a eu café où on quelques- il y a était. eu quelques blessés aussi. Oui, au café où on était, il y en a qui sont arrivés avec. Bandage. Une femme matraquée, 5 coups de matraque, elle disait qu'elle avait pris, heureusement qu'elle avait Ah oui. une casquette coquée. Parce que c'est vrai qu'ils nous prennent tout ce qu'on a, même les parapluies, ils veulent les saisir, parce que ils veulent pas de parapluie en manif, hein, vous le savez. Hein. Pas de parapluie en manif, voilà. Ils appellent ça des armes par destination. Voilà. Hein. Ils ont failli embarquer une fille On qui se avait demande son quelle parapluie. destination. C'est la pluie, hein. Ou le soleil. Quelle forme vous pensez que ça va prendre? Là, on voit on parle de nouveau d'une augmentation d'essence s'il se passe des événements au Proche-Orient, mais il y a aussi les retraites qui sont sur le feu, si on peut dire. Alors, comment vous voyez la suite pour vous, Gilets jaunes? Elle est très difficile à prévoir, c'est ce que je peux répondre. Je sais qu'elle continuera, comme on l'a dit tout à l'heure. Sous quelle forme, c'est très difficile à savoir. Je pense qu'on va arriver à une explosion sociale avec la réforme des retraites qui est vraiment un truc scandaleux. Avec Il y a trop de revendications et c'est vrai que... Alors on se disait, ça touche que les gilets jaunes, c'est bon, c'est fini, hein, la partie elle est finie. Mais les Gilets jaunes, c'est pas une catégorie professionnelle. Voilà, le problème il est là, c'est que le gouvernement a enclenché en disant, ça y est, on va les noyer, on va plus parler d'eux, comme ça ils n'existent plus. Mais en fait, il a mis le couvercle sur le chaudron, mais il ne sait pas ce qui bout dessous. Voilà. Et moi je crois que c'est inquiétant pour un gouvernement
ne pas maîtriser une situation de révolte sociale en écoutant vraiment, et non pas en faisant semblant de faire un faux débat ou un grand débat comme il a dit, mais ils n'ont jamais rien écouté, ils ont noyé le poisson, c'est tout. Et maintenant, ça commence à déborder, et des gilets jaunes, on transite sur d'autres catégories sociales, qui n'en demandaient peut-être pas tant, mais qui, comme ils se rendent compte, à travers les retraites, le système de retraite à points, ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils vont être lésés au niveau de leur retraite, dans un futur pas si loin que ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent, ou ils manifestent dans la rue, ne serait-ce que les gens de robe, hein. Mais il n'y a pas que. Profession libérale. Voilà, tout est enclenché. Il y a les infirmières aussi aux urgences. Oui. Je voulais juste parler de la censure sur les réseaux sociaux. Hein. À un moment, on envoyait des informations, des rassemblements, c'était censuré dans l'heure qui suivait. Hein. Il y a même eu des suppressions de groupes pour qu'on arrête de se connecter, parce qu'en fait, on fonctionne que comme ça. Hein. Les gilets jaunes, c'est... Voilà. Donc, beaucoup de censure. Beaucoup d'images censurées. Des dysfonctionnements sur Internet, carrément la coupure à l'accès à Internet. Moi, 2 jours d'Orange, je ne pouvais rien faire. Il a fallu que je réinitialise chaque fois, de 2 manières différentes. Ils avaient trouvé le truc pour me coincer l'ordi, et je me suis dit, mais mince, c'est pas possible ça. Il y a quelque chose qui... Et après, des dysfonctionnements qui n'en finissent. Alors au lieu de mettre 1 heure, on mettait 2-3 heures pour faire le même boulot. Donc on n'en finit plus, quoi. C'est vraiment inquiétant, quoi. Alors, Arlette, tu as une autre casquette, hein, tu es aussi Mémé et l'indigné. Oui, alors moi je suis pas... On rappelle juste que tu as créé un site qui fait une analyse pertinente, aiguë, fine des entreprises depuis 2 ans, 3 ans. Et les vidéos sur Facebook ont été censurées cet été. Ont disparu, pardon. Oui, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Donc, effectivement, j'ai un site qui s'appelle Dans la cuisine des patrons et des vidéos, Mémé l'indigné, qui dénoncent les malversations, les détournements d'argent dans les entreprises, souvent cachées. C'est mon métier, ça a été mon métier toute ma vie, donc je sais lire un bilan, un compte de résultats. Et les vidéos, je les ai mis au mois de décembre. Moi, je ne suis pas très pro dans l'informatique, les Facebook et tout. Et au mois de décembre, je les ai mis sur Facebook. Et j'ai dit, c'est génial, par rapport à YouTube, ouf, l'audience. Et ça montait, et ça montait. Il y en avait, donc depuis décembre, j'avais dû en mettre une bonne dizaine. Je surveillais la dernière sur le CETA, qui montait de plus en plus. Et tout d'un coup, un soir, plus rien. Est-ce que tu peux nous dire à combien elle était, celle du CETA, contre le CETA? Au moment où elles étaient à 60 947. Je vais te dire, parce qu'ils l'ont laissé comme ça, il n'y a plus. Ça s'est arrêté à 60 947, 3 semaines après. Donc le CETA, où effectivement, j'avais pris un document officiel donné aux députés qui disait quasiment qu'il ne fallait pas voter, qui dénonçait les nuisances. Oui. On peut dire que c'est toi qui as révélé ce document, hein, parce qu'il était... Je sais pas, hein. Je sais au pas grand si... public. Oui, au grand public. Oui, donc elle avait du succès. Donc ils ont supprimé tous. J'ai eu l'occasion au G7, au contre G7, pardon, au G7, de rencontrer une journaliste de Mediapart. On en discutait. Comme j'ai un blog Mediapart, on m'a dit, fais un article, on va le soutenir. Et c'est vrai que ça a servi. Ils ont tout remis, sauf le CETA qui n'est jamais revenu. Ah oui. Et là, ce soir, je viin d'en mettre une nouvelle. Vous la regarderez, la retraite à points. Je l'ai vue. Tu l'as vue? On en fera la diffusion, la publicité. En prison comme au Japon ou au travail à vivre. Oui. Voilà, on verra si elle est... Donc il ne faut pas avoir peur de récidiver pour arriver à que l'information passe. C'est quand même il faut être persévérant et semble-t-il vous l'êtes, c'était l'objet du rendez-vous. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Jusqu'au bout. Comme m'a dit un jour un Palestinien, ça sera ma conclusion, on ne peut pas se payer le luxe du désespoir. Et ça, moi j'ai ça au fronton de ma... On va finir là-dessus. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Olivier.